Parfait, eh bien allons-y, commençons. Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là ce soir pour parler de l'humour chez Edgar Allan Poe. Donc qui est une notion, l'humour qu'on n'associerait pas forcément à Edgar Poe. Je pense qu'on a tous en tête le portrait le plus célèbre d'Edgar Poe, dans lequel on le voit avec les bosses sous les yeux, très, comme ça fatigué, avec un air assez grave, portrait qui a été largement diffusé. Eh bien, on va essayer de voir ce soir que cette notion qui paraît pas du tout évidente pour Edgar Poe peut être intéressante pour le découvrir sous un nouveau jour, et surtout, c'est peut-être une contradiction apparente, mais elle montre bien en fait comment Edgar Poe peut être lu aujourd'hui et en quoi il peut incarner certains enjeux très contemporain. D'abord, il faut que je dise que cet ouvrage provient d'une thèse sur la souffrance. Pour comprendre ça, en fait, il faut revenir un peu en arrière. En 2015, j'ai commencé une thèse sur la souffrance avec Dostoïevski, Baudelaire, Edgar Allan Poe, terme que je trouvais dénominateur commun quand même assez évident pour les trois. Et justement, la démarche consistait à déconstruire cette évidence. Et première année de thèse, donc recherche, lecture des auteurs, on se laisse un peu porter par tout ce qui nous intéresse chez ces auteurs, mais qui ne fait pas forcément partie du sujet. Et finalement, je découvre un Edgar Poe assez différent que celui que j'aurais attendu pour une thèse sur la souffrance. Surtout, je sens un décalage entre la diffusion qu'en a fait Baudelaire et qui a largement contribué à sa réputation mondiale, notamment dans une préface qui est très connue, qui consiste en une biographie d'Edgar Poe, qui s'appelle tout simplement Edgar Allan Poe, sa vie, ses œuvres, et dans laquelle Baudelaire présente Edgar Poe au lectorat français comme un auteur qui a vécu une suite d'épreuves. Parent biologique qui décède alors qu'il est enfant, dont la mère de la tuberculose, adopté par un riche marchand de tabac avec lequel il est très vite en conflit, mère adoptive qui meurt, également de la tuberculose. Ensuite, un mariage qui se passe bien, sa femme meurt également de la tuberculose, et puis finalement, à la suite de cette vie et de ce milieu littéraire dans lequel il a essayé de s'imposer, un sentiment au cours de tout ça de manque de reconnaissance, des conflits avec des éditeurs, des journalistes, tout ça. Et tout ça est couronné pour Baudelaire, et c'est comme ça que Baudelaire le présente, par une mort qui est tout à fait mystérieuse, tout à fait tragique, évidemment, puisqu'on le retrouve inconscient en pleine rue avec des vêtements qui ne sont pas les siens, et mort qui constitue également un mystère, puisqu'on ne sait pas du tout ce qui est arrivé, et à ce jour on ne sait toujours pas. Décalage entre donc la façon dont Baudelaire le présente et le Edgar Allan Poe que je commence à lire, tout d'abord donc par ses contes macabres, mais dont j'apprends assez vite qu'en fait il n'a pas voulu les écrire parce qu'il voulait écrire de la poésie, mais on lui avait bien fait comprendre que le macabre ça se vendait, les nouvelles aussi. On est quand même à l'époque de la penny press, donc au début du 19e siècle aux États-Unis, ces journaux qui se vendent à moindre coût, donc, et qui présentent toute forme d'histoire. Donc les nouvelles se vendent mieux, la prose se vend mieux, et donc c'est ça qu'il vaut mieux écrire. On lui fait vite comprendre ça. Donc je lis ces contes macabres déjà en sachant cela, et en sentant un décalage aussi avec ce que Baudelaire a pu présenter. Et je découvre aussi un Edgar Allan Poe qui pratiquait le canular. C'est quand même quelqu'un qui écrivait sur des avancées scientifiques qu'il envoyait à des journaux tout à fait sérieux et histoires qui étaient publiées. Et un Edgar Allan Poe qui aimait aussi jouer avec son lecteur, l'impliquer dans le récit, notamment lorsqu'il écrivait
Par exemple, des nouvelles comme Le Scarabée d'or, qui est une parodie du roman Aventure, et qui franchement est peut-être le premier livre dont vous êtes le héros, parce que le lecteur est tellement impliqué dedans on arrive vraiment à une forme tout à fait moderne, tout à fait, presque contemporaine. Auteur aussi qui a qui a proposé des nouvelles détectives qui étaient tout à fait innovantes à l'époque, et dans lesquelles aussi le lecteur est très très impliqué, dans lesquelles il joue avec l'attention du lecteur, à le diriger quelque part, le surprendre ailleurs. Donc j'ai vraiment commencé à me dire que peut-être que le Edgar Allan Poe que j'avais envisagé était un petit peu influencé par Baudelaire, par la diffusion de cette préface, par aussi la traduction de Baudelaire. Et plus je lisais Baudelaire en parlant de Poe, plus je me rendais compte que oui, il y a cette idée de rencontre tout à fait intellectuelle, spirituelle, mais aussi que c'est quelque chose qui a beaucoup influencé la réception d'Edgar Allan Poe telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Et donc j'ai pris des notes en 2015 de ce que je ne pouvais pas écrire dans ma thèse, et à l'issue de ces notes, finalement j'ai eu, grâce à Malpertuis, l'opportunité d'écrire ce texte que vous voyez ici. Ce texte, il est constitué de deux grandes parties. La première, c'est une partie essai. La seconde, c'est une partie de traduction, où je propose de nouvelles traductions d'Edgar Allan Poe. La partie essai, j'en dis rapidement juste le parcours. Donc il y a trois grands axes qui correspondent à des sélections en fait, de textes d'Edgar Poe qui comportent, tous ces textes comportent une forme d'humour ou un potentiel humoristique. Je commence avec ces contes les plus macabres en faisant le pari que peut-être ce sont peut-être aussi les plus drôles. Il y a une telle surenchère dans La Chute de la Maison Usher, un contraste aussi entre un personnage qui est toujours dans la surenchère la plus extrême, et à côté de ça un narrateur qui est quand même étrangement calme pendant tout le long du texte. Ce contraste apporte des décalages qui me semblent très intéressants et qui peuvent aujourd'hui prêter à sourire. Cette surenchère, l'adaptation de La Chute de la Maison Usher par Netflix l'a bien exploré sous toutes ses formes. C'est vraiment une série où tout est fait, il y a vraiment une abondance tout à fait baroque, en fait, je dirais, dans cette série, et c'est aussi très intéressant de le constater. Il y a aussi donc la nouvelle, par exemple, Le Cœur révélateur, où le personnage central, qui est criminel, prend des décisions desquelles on peut avoir du mal à saisir la cohérence des décisions qu'il prend. C'est étonnant parce que pourtant c'est un narrateur qui prétend ne pas être fou. Donc là aussi on a un petit décalage qu'il est intéressant d'explorer. Ça c'est pour la première partie. Dans la seconde partie, j'explore un peu plus à partir du contexte, en fait, parce que c'est ça pour moi qu'il est intéressant de faire, c'est aussi de lier le texte, de s'en servir pour comprendre un contexte historique et littéraire. Et dans la seconde partie, j'explore les textes dans lesquels Edgar Poe attaque. Cette fois-ci, c'est un humour beaucoup plus mordant, c'est presque même cruel parfois, attaque le milieu littéraire, éditorial de son époque. C'est de cette deuxième partie que provient la citation qui est sur le livre. Ceci est ma dernière bouffonnerie, qui se trouve dans la nouvelle Hop Frog et qui correspond à une scène très très importante qui est peut-être le paroxysme de la farce cruelle et vraiment de l'humour comme attaque, qui est le moment où le bouffon Hop Frog, lors d'un bal masqué, pour lequel il a choisi les costumes, et notamment les costumes du roi qui l'humilie sans cesse et de ses courtisans, c'est le moment où Hop Frog met le feu en fait
à ces costumes, qu'il sait parfaitement inflammables, puisque c'est lui qui les a choisis. Et à ce moment-là, c'est sa vengeance contre l'humiliation de ce système qu'il a subi. Il dit à ce moment-là, quant à moi, je suis simplement Hop-Frog, le bouffon, et ceci est ma dernière bouffonnerie. Et on peut bien sûr considérer, partir du principe pour interpréter, pour enrichir l'interprétation et la pensée sur le texte, et bien que peut-être Hop-Frog, c'est une figure de l'auteur. C'est des choses qui ont déjà l'auteur comme saltimbanque ou comme bouffon, comme figure qui subit un système, ce sont des choses qui ont bien sûr déjà été étudiées. Et qui font ici parfaitement sens quand on a connaissance du contexte, notamment du contexte littéraire dans lequel Edgar Allan Poe évoluait. Et c'est un milieu dans lequel il a peiné à s'imposer parce que voilà, très à contre-courant, toujours avec le souhait d'être différent, unique, pas vraiment envie de sympathiser avec ces autres auteurs ou de construire une littérature un peu plus collective. Non, Edgar Allan Poe voulait être vraiment unique et novateur. Et ça lui a valu un peu de reconnaissance, ça lui a valu aussi beaucoup de conflits. Donc c'est de ça que parle cette seconde partie, dans laquelle il y a beaucoup de satire, sans trop catégoriser, parce que je veux pas que l'ouvrage soit trop scolaire, mais j'essaie de parler vraiment de cet humour comme attaque, cet humour mordant, cet humour qui peut parfois être un peu cruel. Et enfin, donc là je m'étais vraiment j'étais vraiment partie donc, de cet humour noir auquel Edgar Poe est finalement déjà un petit peu associé. Je suis allée dans le côté un peu plus cruel, un peu plus mordant. Et j'avais aussi envie de me défaire de tout ça et de proposer un Edgar Allan Poe qui est très différent aujourd'hui, qui n'est pas forcément celui auquel on s'attend, qui est très surprenant. C'est pour ça que cette troisième partie, elle est consacrée à tout ce qui relève à la fois du canular et aussi du jeu en fait entre Edgar Poe et les personnes de son époque, et aussi le lecteur qu'il implique dans ses textes, qu'il engage dans ses textes. Et c'est dans cette troisième partie qu'on parle un peu plus du Scarabée d'or, qui peut être considéré comme une parodie du roman d'aventure, qui parle aussi de quelque chose qui est très présent aux États-Unis cette époque, qui est la ruée vers l'or. Je parle aussi donc de cette expérience magnétique d'un médecin sur un patient à l'agonie qui a été envoyé un journal en disant que c'était tout à fait vrai. Enfin, voilà. Et je parle de la réception de ces canulars. Il faut savoir que parfois ces canulars ont marché, parfois ça n'a pas du tout fonctionné. C'est-à-dire tout le monde s'est rendu compte que c'était lui. Il y a eu ensuite le lendemain, les journaux s'excusaient avec une petite annonce. Nous nous excusons pour ce... Nous ne savons pas vraiment si c'est arrivé. Donc il y avait une petite rectification des fois. Et puis et ça c'est dans les traductions que je propose après. Il y a aussi des nouvelles qui étaient des traductions avec un aspect un peu parodique, un peu trop fort, et donc les gens se reconnaissaient. Et donc en fait là, alors c'était pas de la censure à proprement parler, mais en effet là collectivement on sent qu'il y a quand même une volonté de quand on regarde les correspondances ou les lettres des éditeurs sur le texte, il y a quand même une volonté de pas trop de pas trop diffuser. Pourquoi ? Parce que les gens parfois se reconnaissaient en fait dans ces textes. Ça c'est donc pour la partie essai qui est illustrée. Donc il y a des illustrations qui proviennent de différentes époques, que vous pouvez trouver aussi. Et puis ensuite vient la partie traduction, et j'en parlais plus tôt avec notamment Elena. Je pense que c'est important de traduire aujourd'hui, de continuer à le faire, c'est pour ça que je l'ai fait, de continuer à le faire dans ce temps long de la traduction,
voilà, si tant est qu'il puisse nous être donné aujourd'hui. Donc je propose des traductions à la fois de nouvelles qui ont déjà été traduites par Baudelaire, c'est le cas de La vérité sur le cavale de Mars, par exemple, et des traductions qui ont été traduites en français mais pas par Baudelaire. C'est le cas, voilà, c'est le cas de plusieurs autres textes. Et j'en propose aussi une qui n'a pas du tout été traduite, en tout cas pas selon mes recherches. Après, les recherches ne finissent jamais, donc un jour un texte va peut-être ressortir, je ne sais pas. Mais c'est une nouvelle justement sur, ça s'appelle la vie littéraire de l'éminent Tingumbop. Et c'est justement cette nouvelle dont je vous parlais où en fait il parodie le monde éditorial. Et en fait le problème c'est que les éditeurs qu'il désigne en fait se reconnaissent. Et donc le texte passe un petit peu inaperçu au moment de la publication. Mais je pense qu'il est intéressant de le redécouvrir aujourd'hui. Surtout qu'il y a des mécanismes vraiment de répétition. Par le rejet, c'est quelqu'un qui essaye d'écrire, d'être publié. Les rejets sont toujours plus violents, donc il y a une sorte de montée en puissance comme ça, mais qui en fait est assez drôle, quoi. Quand on la lit, quand on lit cela aujourd'hui. Voilà pour ce texte. Globalement, je pense vous l'avoir présenté. Je peux dire quelques petits mots peut-être pour finir, et puis après si vous avez des questions, ça serait bien que ce soit un peu interactif et qu'on échange aussi. Je veux juste finir par dire que j'ai aimé l'écrire, j'ai aimé le traduire, j'ai aimé consolider ses notes, créer une continuité. J'ai aimé relire Poe en anglais, j'ai aimé le relire en français, sous différentes traductions. Et je pense aussi que c'est à ça que sert ce travail, c'est aussi à faire des ponts entre différentes cultures, par la littérature, par l'interprétation, par l'enrichissement de la pensée. Et j'ai vraiment trouvé plaisir et enthousiasme à le faire pour la France et les États-Unis. Ouais, je vous remercie. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ou Oui. Est-ce que vous avez travaillé sur la réception des cours à Paris et en France? Oui. Au moment de ma thèse, oui. Donc ça date un petit peu, mais c'était une des premières choses auxquelles je m'étais attelée en effet. Et donc j'avais vu que Baudelaire avait quand même pas mal d'influence, parce qu'en fait avant Baudelaire, Poe avait été traduit aussi. Mais soit il n'y a pas le nom des traducteurs, soit il y a des pseudonymes. Baudelaire, c'est le premier à vraiment revendiquer, à dire voilà, je traduis Poe parce que c'est une rencontre, parce que, etc. Donc il y a vraiment une rupture en fait à ce moment-là. Et puis après, il continue à être traduit. Mallarmé aussi a largement contribué à la réputation de Poe en France et aussi aux États-Unis, notamment avec son poème Le tombeau d'Edgar Poe, qui marque l'inauguration d'un monument en l'honneur de Poe. Voilà. Est-ce que vous aviez une autre question Non, c'était par rapport à la réception par les symbolistes de Poe. Ouais. Qui vraiment, il y a eu quelques bouquins sur Poe à l'époque. Et si on les lit, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une grande influence de Poe sur la littérature symboliste à l'époque. Ouais. Oui, sur les symbolistes, il a eu, en effet, il a eu une forte influence aussi. En fait, il a influencé vraiment beaucoup de mouvements. En Italie aussi. Il est assez fondamental. En Italie, les Scapigliati, oui, les épouvés, évidemment. évidemment. Ok. Est-ce que je peux poser une question en tant que traductrice? Tu as parlé donc de la traduction de Baudelaire, c'est ça? Ouais. Comment tu la trouves? Est-ce que tu aurais des choses à redire? Est-ce que tu l'aurais traduit comme... Voilà, j'essaie de... Oui, la traduction de Baudelaire, elle est bien, je veux dire, je ne vais pas dire que... Voilà, elle est très bien. Mais
elle témoigne aussi il y a toujours un point de vue en fait, je trouve, du traducteur, et chez Baudelaire c'est assez fort. Et il y a des termes que Baudelaire exacerbe. Par exemple, une rêverie un peu triste, ça devient une fantasmagorie. Enfin, il y a des termes qui sont vraiment exacerbés chez Baudelaire. C'est vraiment intéressant. Le texte de Pau est parfois plus mesuré, en fait, je trouve. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Oui, Stéphane. Pardon. J'ai deux questions. Okay. Mais il y a quelqu'un derrière. Non, c'est bon, allez-y. Vous nous avez communiqué votre enthousiasme pour l'auteur, et j'aimerais savoir s'il est encore lu dans les collèges et les lycées. Est-ce qu'il figure dans les programmes Ouais, alors moi j'enseigne plus en collège et lycée, mais peut-être que quelqu'un, oui. Je suis prof dans le collège. En fait, on n'a pas d'œuvres qui nous sont prescrites au collège, donc les collègues font un peu comme ils veulent. Ça pourrait se faire en quatrième pour peut-être sur le fantastique. D'accord. Il y a pas mal de collègues qui font Mérimée, Maupassant. Pau, ça se fait un peu, mais ça reste une langue assez compliquée, notamment comme tu dis, la traduction de Baudelaire pour des quatrièmes quand même. Mais ça peut se faire, ça se remporte. Ok. C'est quel texte de Pau qui se fait? Est-ce que vous savez un petit peu? Le Chat Noir, j'imagine que ça pourrait se faire. En fantastique, Metzengerstein, potentiellement. Ok. À mon avis, les élèves adorent, non? Les élèves aiment beaucoup le fantastique. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai un petit-fils qui est assez rétif à la lecture, mais son professeur, il est en quatrième, leur a imposé le Horla, et il a été intrigué. Et le Horla, oui. C'est très intéressé. La deuxième question porte sur la mort de l'auteur, qui est éminemment romanesque, à l'image de toute sa vie. Mais alors, il avait des ennemis qui auraient pu attenter à sa vie et le dépouiller de ses vêtements pour le... C'est incroyable. Alors, il y a plein de théories possibles. À l'époque, c'était un moment où il y avait un vote assez important, et il y a une théorie selon laquelle en fait, certaines personnes s'occupaient en fait d'enivrer des inconnus et ensuite de les forcer à voter ou des choses comme ça. Enfin bon, j'ai pas d'avis tranché sur la question, et honnêtement dans mes recherches j'ai trouvé toutes sortes de théories justement un peu fantasmatiques comme ça. Mais voilà, j'ai rien trouvé pour l'instant vraiment de certains en fait. Il était haï ou adoré ou... Les deux. Les deux, je pense que c'était le genre de personnalité où il pouvait pas y avoir de demi-mesure. Et il se plaisait à choquer le public? Je pense qu'il se plaisait à entretenir une forme de mystère en fait, sur ses intentions, sur sa personne. Enfin, il y avait quelque chose de... Il aimait bien ce caractère énigmatique, il en a beaucoup joué. Et puis après, il n'hésitait pas à dire ce qu'il pensait. Et s'il n'aimait pas, par exemple, un critique ou un autre auteur, ou bien un journaliste ou autre qui pourtant était respecté dans le milieu, il prenait le risque de le dire et parfois de l'écrire. Ouais. Donc ça lui a valu en effet quelques conflits. Voilà. C'était dans quelle ville, les Moreau? Sa tombe était à Baltimore. Baltimore. Stéphane, tu avais une question? Moi, je connais assez mal Pau, mais je reviens sur les canulars, en fait. Est-ce qu'on sait pourquoi il faisait ça? Quelle était sa volonté derrière ça? Pourquoi un auteur fait des canulars, en fait, ouais. C'est intéressant. J'ai pas de carnet où il dit précisément, tu vois. Je pense que c'était avant tout pour... je pense qu'il y avait quand même un certain goût de la provocation et du fait de tester un peu chez lui. Donc oui, il écrivait comme ça un peu pour voir un petit peu. Et en même temps, ce qui est intéressant avec ces canulars, c'est que c'est des choses qui sont en débat. Donc il y a... j'ai parlé de la ruée vers l'or, mais il y a aussi une traversée de l'Atlantique
qui est tout à fait fictionnel, mais c'était des choses qu'on pouvait trouver déjà dans des journaux très sérieux, enfin qui étaient en discussion. Lui, il aimait bien, il en jouait. J'ai pas plus j'ai pas de réponse plus, tu vois, plus profonde que ça. Je pense que juste c'était une façon de tester et aussi et c'était aussi un autre moyen d'écrire, d'être diffusé et d'être lu. Et je pense que ça allait bien. C'était ce qu'il voulait. Donc. Il n'y a pas de lettres où il en parle. Il est un peu déçu sur le canular où il est un peu démasqué. Il est un petit peu déçu, mais non, il n'y a pas de lettre où il parle d'avant, enfin de son intention d'écrire ça. Mais donc un peu déçu quand c'est démasqué, très satisfait quand des médecins commentent, ou bien des spécialistes commentent. C'est justement là l'humour, c'est peut-être là un des éléments importants justement qui montre son humour en fait en faisant ça. En fait. Oui, clairement ça pour moi c'est le plus... c'est la forme d'humour, disons la plus... C'est pas celle à laquelle il est le plus associé, puisqu'il est très associé à l'humour noir, tout ça, le cynisme et tout, mais c'est la forme d'humour en effet la plus évidente chez lui. Et en effet, t'as raison de le dire, c'est pas du tout anodin en fait, un auteur qui se dit je vais écrire du canular, voilà, je vais leur envoyer des journaux très sérieux et on verra. C'est assez... c'est ça sa forme la plus évidente d'humour, et c'est aussi ça, au-delà du conte macabre, enfin c'est ça qui le rend... une partie des choses qui le rendent unique aussi, et donc peut-être qu'on parle pas assez quand on parle de lui, parce qu'on l'associe pas du tout en fait à ça. Oui, Aurélie. C'était justement la question que je me posais en écoutant toutes les autres aussi, toutes vos questions finalement. Est-ce que ça a été un aspect de Poe qui a déjà été reconnu, évoqué, commenté, étudié précédemment, au XXe siècle? Voilà, j'ai feuilleté ta bibliographie, et j'en ai pas eu l'impression. Donc est-ce que ça a déjà été mis en exergue quand même ou pas encore? Oui, en fait j'en parle dans l'introduction. Il y a des choses qui ont déjà... la recherche a déjà travaillé un petit peu sur l'humour chez Poe, mais il est davantage mentionné, tu vois, dans des textes ou dans des... Et il est très souvent lié à l'humour noir aussi, enfin vraiment à ces choses. Il est finalement toujours associé au macabre en fait, même dans l'humour, en tout cas le plus souvent, et dans la recherche française. Aux États-Unis, il y a plus de choses sur, en effet, ce côté un petit peu plus, cet humour un petit peu différent de ce qu'on attendrait. Un humour qui n'est pas directement lié au macabre, mais soit qui est lié à vraiment l'attaque sur le milieu de son temps, ou bien en effet les canulars, jouer avec le lecteur, l'aspect vraiment ludique de ces textes, la surprise, l'amusement. Il y a des choses sur l'amusement aux États-Unis. Ouais. Donc je parle des deux réceptions dans l'introduction, et en effet elles sont assez différentes. Ouais. Est-ce qu'on sait, là c'est ma question un peu intéressante, par rapport à justement ces relations qu'il avait avec sa femme, on a des épisodes comme ça qui donneraient en fait qu'il y avait, je sais pas comment dire ça, mais de l'humour dans leur relation, enfin alors, c'est hyper difficile, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que là, en fait, je pense, Edgar Allan Poe et Virginia, je pense à la scène où Virginia joue du piano lors d'une soirée de fin d'année, et où donc la maladie revient, donc elle se met à tousser du sang et ça traumatise Edgar Poe, tout ça, enfin c'est ce genre de... Voilà, ils sont aussi associés à... Et elle aussi est associée à des choses très difficiles. De l'humour entre eux, il y a des mentions en effet de certains de leurs amis qui disaient, et notamment dans ces 4 années qu'ils ont passées dans un cottage à Richmond, il y a des mentions d'un effet d'une forme de légèreté, d'amusement entre eux. Que ces 4 années qui sont magnifiques, où les deux sont vraiment... il y a beaucoup d'enthousiasme, d'amusement entre eux.
Et ça, en effet, ça a été mentionné par certains de leurs amis. Donc c'est intéressant parce que ça c'est pas forcément ce à quoi on pense. Mais en effet, il y avait une forme d'amusement et d'enthousiasme dans leur relation. Elle a écrit un poème pour lui. Elle écrivait jamais de poème, mais elle l'a écrit pour lui, et c'était aussi dans ce jeu. Enfin, on sent aussi ce jeu, notamment entre eux, dans ce poème-là, enfin, dans l'écriture de ce poème. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Ok. Eh bien, festoyons. J'ai apporté du champagne, donc voilà, allons-y. Merci.